printemps des tribus. Et oui, nous serons le maximum. C'était en 1980. C'était le groupe Oberkampf qui ouvre ce soir un nouveau printemps des tribus. Bienvenue à toutes et tous, les amis. J'espère que ce nouveau numéro va vous plaire. Alors, nous allons remonter dans le temps un petit peu avec des punks, en l'occurrence Oberkampf. Et qui d'autre pour nous parler mieux de ce groupe que le fondateur qui s'appelle Pat Quebra. Alors, on a profité de sa venue à Perpignan en janvier 2018, c'est-à-dire en début d'année. Il est venu faire un petit concert pour l'ouverture de l'exposition d'un illustrateur que vous connaissez bien dans le coin, qui s'appelle Thierry Guitard, qui a fait d'ailleurs l'illustration aussi des pochettes d'albums solo de Pat Quebra. Mais tout ça, on va en parler tout au long de ces 2 heures. Donc, en première heure, nous allons écouter Pat qui va nous raconter Oberkampf, un peu tout ça, petite conversation à bâton rompu comme ça. Je pense que voilà, ça va se passer un peu de commentaires. Je vais laisser Pat s'exprimer sur tout ça. Il a beaucoup de choses à dire et parce que il s'est passé beaucoup de choses à cette époque et surtout le ressenti d'un groupe comme Oberkampf, c'était assez intéressant parce que avec le recul, qu'est-ce que vous en pensez ? Et si on commençait ? Salut LOL. Alors Pat, dis-nous, ça a commencé comment tout ça pour toi, la musique, qu'est-ce qui a fait que t'es tombé dedans ? Mes copains d'école, ils écoutaient Genesis et Santana. Et quand en 76 et 77, j'aurais parlé des Ramones. C'est quoi ? C'était des trucs de débiles, tu vois ? Parce qu'il y avait 3 accords et c'était joué à 200 à l'heure.
Alors maintenant on peut dire que les Ramones c'était pas un truc débile, c'était un vrai style et tout ça, parce qu'on a 40 ans de recul, mais à l'époque quand t'écoutes un truc et qu'on te dit que c'est une musique de débile, bah ça a été comme ça pendant mes 7 ans de parcours d'Oberkampf, c'était comme ça. C'est-à-dire que les gens disaient que c'était des musiques de débiles. Et le pire, c'est que les Ramones, en fait, c'est que quand t'apprends, en fait, au début, eux, ils ont joué de cette image de crétin, justement. Ils en ont fait même des hymnes, hein, crétin hop, tout ça, tu vois, tous les... Oui, et puis c'est des personnages de BD. Et moi aussi. Et nous aussi, dans Oberkampf, on avait même une BD dessinée par Margerin où on sautait le métro, tout ça. On était le rock, c'est de la BD quelque part. Le côté populaire surtout, de tous les jours, le côté abordable, le côté, je sais pas comment dire, puis spontané encore une fois. Le côté crétin, le côté caricature, il passe bien dans la BD parce que tu vois des mecs, automatiquement t'as pas tout le côté, tu vas choper que quelques instants. Et c'est vrai que par exemple l'image des Ramones, quand tu les vois, ils peuvent faire crétin, mais c'était des gens très sensibles. Le chanteur des Ramones, il a une voix magnifique, les mélodies sont super. Voilà, après, je pense qu'il y a toute la vague punk n'a pas eu. De toute façon, elle a eu son rôle, c'était une tornade. Et une tornade, tu peux pas la mettre sous une cloche de verre et dire voilà, on va la garder 50 ans, c'est une tornade. Non, là, voilà. Le rôle du punk, c'était de tout dégager ce qu'il y avait avant, de remettre un peu de sang neuf dans la musique, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que les groupes ont été mal, même les groupes qui ont marché comme les Damned, comme Siouxsie, comme les Pistols, c'est des groupes, à part les Clash, qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu mais qui en sont morts.
parce que c'était un contresens pour eux de réussir. Finalement, c'était des gens quand même qui étaient d'extrême gauche et qui prenaient, c'était le seul groupe qui prenait un discours politique. Ils avaient un discours sur la société, sur l'argent, qui était quand même très engagé. Et c'était le seul groupe que je connaissais qui était comme ça, quoi. Dans ceux que j'aimais, les Dames, pas du tout, Siouxsie, pas du tout, les Pistols, pas du tout, c'était les Ramones, pas du tout. Le reste était assez esthétique en fait. Ouais, et puis c'était plus un malaise que les gens exprimaient qu'un discours social. Et les Clash en sont morts, parce que après arriver à un succès comme ils ont eu, comment tu veux assumer un tel succès en ayant un discours où l'argent c'est pas bien et tout ça, donc t'es pris dans ton propre filet. La devise des banques, c'est ici, on se mouille pas. Plus t'as d'argent et plus on t'en prêtera. Faut des frics, faut des frics, faut des frics. Mais tu seras bientôt coincé. Faut des frics, faut des frics, faut des frics. L'argent fait pas le bonheur, qui a dit cette connerie. Si j'en avais, je ferais pas le con derrière ce micro. Vive le fric, vive le fric, vive le fric. Après ce titre de Oberkampf, à nouveau, bah oui, vous allez y avoir droit en première heure, hein, c'est le petit historique, en compagnie de notre ami Pat Kebra qui nous raconte un peu tout ça, quoi. Alors Pat, dis-nous, raconte-nous les premiers albums Oberkampf, du moins tout ce que vous avez sorti, quoi. Comment ça s'est passé ? De 78 à 81, j'ai rencontré un mécène qui nous a fait enregistrer un maxi 45 tours, et après... on a attendu 82 pour faire un maxi avec Alexis distribué par Virgin, ça nous a pas plu du tout, on s'est cassé, et toute notre discographie elle est entre 83 et 85, les 2 dernières années. En fait, on a tellement attendu pour pouvoir enregistrer que ça nous a on aurait eu des gens comme les Clash par exemple, ils enregistrent leur premier album 77, paf, l'année d'après ils font le deuxième, après le troisième année ils font London Calling. Les Ramones ils faisaient pareil, un album par an. Et nous, on a attendu 5 ans pour faire notre album. En fait, vous avez beaucoup trop tourné avant, peut-être, non ? Ou c'était quoi l'histoire ? On ne trouvait pas de concert non plus. Mais personne voulait de nous. Personne voulait de nous. Vous étiez des parias. On était, la musique punk était complètement rejetée, méprisée. Donc en fait, on a attendu 5 ans pour enregistrer notre premier album. Et les chansons sont tellement vieilles que on a appelé l'album Plein les couilles. Voilà. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est le titre. On en avait marre. Et on pouvait pas les abandonner, ces chansons-là. C'était nos enfants. Donc on pouvait pas les abandonner. Mais des chansons comme Tout ce fric, comme Maximum, comme
drogue, pas de poudre. C'était des chansons qui étaient vieilles, pays armés, de 79 pays armés. Quoi, tu vois, et ça fout les boules. Ça nous a empêchés de progresser. Et donc, du coup, quand tu t'empêches de progresser, eh ben, je veux dire, tu t'asphyxies, et on s'asphyxie. Et ce qui prouve le truc, c'est que dès qu'on a enregistré PLC, en un an de temps, on s'est renouvelé, on a sorti un album comme Chrysanthème, et sans en faire les éloges, je vois tout de suite qu'entre les deux, il y a une évolution que j'arrive même pas à comprendre en un an de temps. On était soulagés d'avoir enregistré ces chansons qu'on traînait comme des boulets. Pouf, on a pu se libérer, mais c'était trop tard. Et c'était notre histoire de mourir là. Si tous les fous du monde voulaient bien se donner la main.
lobotomie. Le titre Hôpital par Oberkampf, toujours avec notre invité Pat Quebra. Ce titre extrait du dernier album de Oberkampf qui s'appelle Chrysanthème. Bizarrement, Pat, explique-nous. C'est très curieux parce que tu vois, il y a des choses des fois qui se font. Et quand je repense à cette histoire-là, je me dis mais c'est incroyable parce que bon, c'est incroyable et tout est lié. Mais on a chanté des chansons, quoi, on était épuisés par les 7 ans qu'on a eus. Tous nos textes parlaient de mort. La musique que je faisais était très sombre. Joe faisait ses textes à partir de ma musique. Et donc, les mots qu'il mettait étaient, pour moi, me fascinaient parce que c'était vraiment mettre des mots sur les accords que je faisais. Et en plus, ça sortait de la musique, quoi. Tu vois, il les faisait toujours après que je fasse la chanson. Et donc, du coup, toutes les chansons parlaient de mort. On a fait sur la pochette un chrysanthème et derrière une fleur tombe. Bon, la tombe sur laquelle il y avait le fameux chrysanthème qu'on avait agrandi pour la pochette, pour le truc esthétique. Et il s'est trouvé que c'était notre dernier album, donc on est mort avec cet album. Donc c'était un truc, c'est lié parce qu'on était dans une telle noirceur que effectivement on parlait de mort et à un moment donné, on est mort. Le sablier de la vie renversé. Le mien, je l'ai tout simplement cassé. Dans quelques secondes, il sera temps. Les aiguilles glissent sur le cadran. Le soleil brille, je chante au vent. Je reste enfant. Le sable coule inlassablement. Ma main le bloque, il coule encore. Dans le vacuum qu'on attend. La grande décision du moment. Je veux maîtriser le temps. Malgré tous ces réveils qui sonnent. Quel temps pour moi. Quel temps pour toi. Et monsieur, regarde autour de toi. Les gens se bousculent, tu restes là. Quand tu fais pendant ce temps, de nuit sont-elles vraiment blanches? Tu espères encore, encore. Quel temps pour moi. Quel temps pour toi. Tu restes planté comme un con. Attiré que tu es par les néons. Tu restes planté comme un con, attiré par les néons. Allez viens. Ton temps est pas
j'avais un gros risque. Parce que quand on a mixé Chrysanthème, ils m'ont enfermé dans une petite maison. J'étais très très mal psychologiquement. On était endetté jusqu'au cou. Ça marchait pas du tout ce qu'on faisait. Et par contre, on était très exigeants. On avait pris des studios très chers et compagnie. Et il me fallait une énorme avance pour arriver à payer tout ça. Quand il y avait tout ce côté-là, parce qu'on était en autoproduction pure et dure, personne ne nous donnait un centime. Donc je veux dire que j'arrivais à avoir des crédits par rapport aux distributeurs, à l'avance, pour payer les studios. Je faisais des budgets, j'ai encore le cahier de compte d'Oberkampf, tout dans le rouge pendant 7 ans. Je demandais aux banquiers, je faisais des prévisionnels, je faisais des trucs comme ça parce que j'ai toujours été attiré par le côté commerce. En fait, après, c'est pour ça que je me suis retrouvé dans un commerce après. C'est un truc que j'ai en moi de gérer de ça. Et j'ai mis tout ce que je savais faire au sein d'Oberkampf pour arriver à faire tenir le truc qui était complètement déficitaire. On a mis 3 ans pour rembourser nos dettes après la mort du groupe et on a remboursé tous ensemble. Je trouve ça encore très beau parce que les gens me donnaient leur royalty de SACEM pour payer les dettes tous les 3 mois. J'allais voir Joe, il me donnait ses royalties et rien que pour ça, j'ai un respect à vie. Malgré tous les trucs qu'on a pu avoir après, j'ai un respect à vie. C'est des gens qui ont été hyper corrects. Radio Val-Espire, écoute puis respire. C'est la radio qui déchire. Regardez ma peine, seul avec les feux volés.
Alors donc voilà. Alors donc après cet épisode Oberkampf, quand même marquant et décisif, faut le dire. 20 ans de silence radio, à peu près. La musique, c'était ma révolte. Donc j'ai été très très révolté pendant ces 7 ans-là. J'ai arrêté en coulant mon navire. Quoi, c'est quelque chose de très douloureux quand j'ai arrêté ce groupe-là. C'était toute ma vie, mais j'ai senti que je pouvais pas aller plus loin. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et j'ai été voir mon chanteur. Je lui ai dit écoute, je vais arrêter. Il dit ok, ouais, c'était devenu un fardeau ce groupe. Et donc après, j'ai commencé à travailler et j'ai repris l'affaire de mes parents. Je l'ai racheté. Et je me suis trouvé bien dans le commerce. Et tout ce que j'avais fait dans Oberkampf, tout d'un coup, toute la dureté de la vie, tout d'un coup, je me suis trouvé dans un... Pouf, tout était facile. Tu vois, je veux dire, j'en avais tellement bavé que tout ce que j'avais appris me permettait de faire des choses. Et ça me plaisait énormément. J'ai eu une vie de famille, 3 enfants. Et voilà. Et quand des gens me disaient tu retourneras dans la musique, je me dis mais je ne retournerai jamais dans ce milieu-là parce que c'est un milieu qui m'a déçu. J'ai voulu faire des choses très sérieuses, et très engagées, et je me suis retrouvé avec des gens qui étaient pas réceptifs. Je les emmerdais vraiment, mais vraiment. Et je sais que mon ancien bassiste, on en a avec Jean-Yves, avec qui on est très copains, on en a parlé souvent. Pour lui, j'étais le fureur, quoi. Tu vois, je veux dire que j'étais quelqu'un de tyrannique, mais je l'étais. C'est vrai que j'étais tyrannique. Mais en même temps, tous les gens qui ont fait fonctionner des groupes par le passé, tu as pu remarquer toi-même, ont été souvent considérés comme tyranniques. Mais les groupes marchaient. Regarde, Chuck Berry, on disait de lui il filait une amende à chaque pain que le mec faisait sur scène. Imagine. J'aurais pu le faire. Je te jure que je l'aurais fait. Que chaque retard que les mecs avaient, alors comme je les payais pas, je pouvais pas leur prendre quelque chose sur leur salaire. Je veux dire que tous les gens ils jouaient bénévolement. Mais je te jure que dans ma chanson, je veux dire que je les haïssais. Je les haïssais, ouais, vraiment. Et je les haïssais d'avoir aussi peu d'implication dans notre projet, de prendre ça à la rigolade. Voilà, l'amusement qu'il y a eu en 82, à partir de 82, 83, je les voyais plus aux répétitions. Et ça, pour moi, c'était une vraie douleur. On a failli s'arrêter d'ailleurs en 82, j'ai pété ma guitare. Et après, on a viré Moko, et Joe a continué. Et donc on a repris jusqu'en 85. Et moi, c'est une profonde douleur que j'ai par rapport à ce groupe, mais en même temps, je bénis, c'est paradoxal, parce que je bénis le fait de ne pas avoir réussi. Si j'avais réussi, j'aurais pas eu la vie de famille que j'ai eue pendant 20 ans, j'aurais continué dans la musique, et je sais pas où je serais, je sais pas ce que j'aurais fait, mais la vie de famille que j'ai eue pendant 20 ans m'a pas empêché de garder des chansons en moi, puisque en reprenant il y a 10 ans, j'ai fait déjà 4 albums, j'ai déjà fait 50 chansons qui sont sorties sur disque, et j'en ai encore un autre album normalement qui devrait sortir cette année. Donc je veux dire que faire 60 chansons alors que tu t'es arrêté 20 ans, ça prouve que ça t'empêche pas de rester au fond de toi qu'il y ait des choses créatives. Si tu veux, quand je revois ça, je me dis c'est bon d'arrêter. Et c'est presque un conseil que je pourrais donner à des gens, arrêtez de jouer, quoi.
erreurs qu'on a fait, on en a fait plein. Je veux dire que on avait un pied chez Virgin, 6 mois après, je prends les bandes et je me casse. Mais je me dis, mais c'est marrant, quoi. Je trouve ça vraiment très drôle que des gens osent faire ça. Tu vois, ça me plaît. Mais en même temps, je dis, t'es un vrai connard. Parce que, et Joe, il m'en veut beaucoup à ce niveau-là, parce que lui, il aurait voulu réussir, et un mec comme moi, ça lui a pourri la vie. Parce que je veux dire que t'as un pied chez Virgin, bah, t'essayes de mettre le deuxième. Voilà, ça c'est la démarche normale. La démarche punk, c'est ouais, t'as touché à ça, t'as fait ci, t'as fait ça. C'est l'agressivité à fleur de peau, le machin. Et le mec, il a fait un truc, et tout d'un coup, paf, tu fais tout sauter, tout péter. Et moi, je trouve ça drôle. Alors justement, pour rester dans les paradoxes et dans ce qui est un peu drôle, alors personnellement, j'ai noté quelque chose sur l'album. Alors, il y a l'apparition de quelqu'un qui m'a surpris, un certain Christophe Saunière. Oui. Un grand harpiste qui a joué sous la baguette de Pierre Boulez. Il a joué aussi avec des gens tels que Nicole Croisy, Catherine Lara, Pierre Perret, Nathalie Cole même, et même Manu, avec qui t'as chanté. Voilà. Alors, comment il a atterri sur ton album, ce type? Explique-nous. Alors, je suis très, très étonné que tu aies toutes ces références et que tu n'es pas la seule qui m'a amené à lui. Bah, tu vas justement nous dire, c'est pour ça que... Je vais te le dire, c'est qu'en fait, j'ai joué 6 mois avec un groupe que j'aimais pas, mais que j'ai trouvé très courageux de me proposer de faire une guitare avec lui, ça s'appelle Wunderbar. Et donc je lui ai dit oui. J'ai fait la guitare avec eux. Pendant 6 mois, j'ai fait des concerts. J'ai jamais joué avec une intensité pareille de la rythmique. Après la répète, je tordais mon t-shirt, ça coulait. Hein, même le batteur, il aurait pas fait couler son t-shirt comme ça. Et Christophe Saunière, c'était le bassiste. Ah ouais, d'accord. Donc quand j'ai fait mon album, le dernier album, j'ai eu Jean-Yves Bogdali qui m'a fait 5 basses. J'ai eu Loulou, mon ancien bassiste de Pat Quebra, qui m'a fait 1 basse. Et j'ai cherché un bassiste pour me faire quelques basses. Et j'ai pensé à lui, qui était un mec très sympa. Et il m'a dit oui. Et en fait, il me manquait 3 batteries. Et il m'a dit, et moi, mon premier truc, c'est la batterie, en fait. Ah, j'ai dit, ah bon, je savais pas. Et donc, du coup, il m'a fait 3 batteries qui me manquaient. En fait, ce Christophe Saunière a l'air d'être un musicien assez accompli, non? Lui, c'est un musicien, c'est un vrai musicien. Il n'a pas du tout le même parcours que toi, si je... Ah non, pas du tout. C'est un vrai musicien. Il fait de la harpe et je l'ai présenté à Manu et depuis, ils sont dans un projet commun. Ils jouent souvent avec elle, etc. Ouais. Donc, c'est pas un hasard qu'il soit venu te voir, ou qu'il soit venu le voir. Bah non, c'est pas un hasard puisqu'il était bassiste de Wunderbar. Bon, voilà, c'était son seul défaut. Ah bah tiens, si on écoutait Wunderbar justement, qui nous conseillait à l'époque d'oublier les Américains. Quel bon conseil, ils étaient en avance ces petits gars. Tommy
Alors donc, on arrive à maintenant, au présent. Et ça me rappelle dans une interview que j'avais lue de toi, en fait, où tu disais un truc qui m'avait bien fait rire et que je trouvais assez vrai. Tu disais, dire merde à la société ne signifie pas être insensible. Et derrière, je vois, Pat Quebras sort électro-sensible. Si tu veux, pour moi, j'essaie toujours d'être très fidèle à ce que j'étais, parce que je pense que c'est comme ça qu'on est à l'aise dans ce qu'on est. Toujours en regardant derrière d'où vient la lumière et qu'il y ait un fil conducteur entre ce que tu étais, ce que tu es, ce que tu vas devenir. Tu dois garder ce truc-là aligné, parce que sinon on se perd dans des trucs. Et c'est pour ça que le fait d'avoir arrêté mes légumes, je pense que c'était une bonne chose, parce que je suis aligné avec le jeune que j'étais. Je peux le regarder et il me fait rigoler, parce que il est je trouve qu'il était quand même très intolérant, très énervé, très agressif, très arrogant. Et je trouve que moi, ça me fait rire. Alors, le truc, c'est que le jeune que j'étais, il était contre la société. Voilà, il était anti. J'étais pour le chaos, j'étais pour l'explosion, et au sens premier du terme, quoi. C'est-à-dire que tout explosait, tout était de la merde. Donc j'étais vraiment contre. Et je pense que le mouvement punk, c'est un mouvement qui était contre, qui était anti société, qui était anti. Il avait l'idée de tout détruire, ce qu'il a fait, mais il n'avait pas vraiment d'idéal, pour reconstruire. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas durer, ce mouvement-là. Et par contre, cette énergie vraiment de chaos qu'il a amené, c'est important. Même dans l'univers, il y a eu un chaos, il y a eu le Big Bang. Après, derrière, il y a eu toute la construction, la Terre, et il faut toujours du chaos à un moment donné. C'est pas négatif, le chaos. Il faut pas rester dedans. Et celui que je suis maintenant, je suis pas anti, je suis plus contre, je suis pour. C'est-à-dire que je suis pour des projets, pour des idées. J'ai des idées et je vais dire voilà ce que j'aime. Je préfère dire ce que j'aime plutôt que de dire ce que j'aime pas. Ce qui est important, c'est de donner du sens aux choses et de parler de ce qu'on aime. Et puis, je pense que ce sentiment-là, moi j'étais dans la haine. Tu vois, parce que le mouvement punk, c'était la haine, quoi. C'était l'agressivité, la haine, c'était Hate and War, la chanson des Clash, la guerre, machin. Je suis pas du tout ni pour la guerre, ni pour la haine. Je pense que l'amour, c'est un sentiment beaucoup plus profond et beaucoup plus puissant que la haine. Et que c'est un sentiment dont on a besoin à l'heure actuelle. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de chaos, on en a déjà suffisamment. On a la planète qui va crever, on a besoin de gens positifs. Et je pense qu'on ne peut pas rester le même que ce qu'on a été, et c'est dommage. Je veux dire que la vie t'amène, c'est pas se renier, c'est évoluer, c'est différent. Et oui, nous évoluons, et donc vous êtes avec Pat Quebras ce soir. Donc l'évolution, on va en parler en deuxième heure, avec ce qu'il fait maintenant, Pat. Il aide à la promotion de plein de jeunes groupes, dans tous les styles. On parle que de coups de cœur, c'est un peu comme le Printemps des Tribus, c'est des coups de cœur. Il signe, il va nous expliquer tout ça, de toute façon, et vous allez voir. Et voilà, il a sorti donc 3 albums solo, qui s'appellent, dans l'ordre, Le cœur sur la main, le deuxième Décoffrage, et le dernier en date, Électrosensible, sorti en 2015. Et là, il nous prépare encore quelque chose, le garçon. À noter que viennent de sortir donc le premier mini-album d'Oberkampf, 5 titres, Couleurs sur Paris, viennent d'être édités en CD, donc n'hésitez pas à aller courir à la Fnac, quand même, c'est des pièces d'anthologie quand même, il faut le dire. Ensuite, il est le premier maxi 45 tours Linda, et ensuite le premier album PLC, notez bien PLC, à savoir plein les couilles. Il y a des titres comme ça, on n'y peut rien, il y a un historique, et de toute façon, voilà, tous les déboires qu'a subi Oberkampf, oui, il y avait de quoi en avoir un peu plein les couilles, les amis. Donc, ceci dit, on se retrouve pour une deuxième heure, et en attendant, si on s'écoutait un petit Oberkampf encore, Névralgie. Et vous êtes toujours avec le Printemps des Tribus sur Radio Val-Espire.